Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé « Mobilité professionnelle et handicap vers la constitution d'un réseau de correspondants mobilité, milieu protégé, milieu ordinaire adapté, milieu ordinaire classique ». Pour ouvrir ce webinaire, je vais tout de suite laisser la parole au docteur Isabelle Anna M. Jamet, puis pour l'ARS, puis à Marie Capetit pour la Directe Centre Val-de-Loire, puis à Arnaud Lévesque pour l'AGFIP. J'arrête le partage. Je ne sais pas si le docteur a pu nous rejoindre d'ores et déjà. Je laisse sinon la parole à Céline Lefebvre pour l'ARS. Céline. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas le docteur Jamet et je l'excuse. En fait, elle portait beaucoup d'intérêt à être présente avec nous sur ce webinaire. Malheureusement, elle a une contrainte de dernière minute et donc je vais essayer de la remplacer pour introduire ce webinaire. Je me présente, donc moi je suis Céline Lefebvre, je suis chargée de mission personnes handicapées en charge de la thématique des politiques d'emploi au sein de l'ARS Centre Val-de-Loire. Donc quelques mots pour contextualiser un petit peu ce webinaire. L'idée effectivement c'est que dans le cadre du plan d'action du PRITH Centre Val-de-Loire, l'une des actions vise à développer les bonnes pratiques d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs d'ESAT et d'entreprises adaptées. Et c'est dans ce cadre qu'un groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises, et a pu mettre en place ce projet de webinaire. Donc, l'idée de ce temps de présentation et d'échange est vraiment de pouvoir impulser une dynamique afin d'aller vers la constitution de correspondants mobilité au sein des établissements. Ça fait aussi lien finalement avec le rapport de l'IGAS d'octobre 2019 sur les ESAT, d'ailleurs, à ce propos, voilà, il y a une concertation nationale qui est lancée, et elle devra entre autres répondre aux enjeux qui peuvent être notamment cette aspiration des personnes à s'inscrire dans un parcours personnalisé vers l'emploi avec un droit aux allers-retours entre les milieux que l'on pourrait qualifier d'ordinaires, d'adaptés ou de protégés. Je pense qu'il est très clair et qu'il n'est plus à prouver que les travailleurs d'ESAT ont un savoir-faire, ont des compétences techniques. Et certains d'entre eux ont la volonté d'évoluer, de développer leurs compétences au sein de leur ESAT, au sein d'un autre ESAT ou dans le milieu ordinaire. Le projet de mise en œuvre de ce réseau de correspondants mobilité au sein des ESAT et des entreprises adaptées permettra vraiment de faciliter le travail en réseau et de favoriser l'accompagnement des travailleurs qui ont ce souhait d'évolution. Donc, c'est effectivement tout le sens de ce webinaire auquel vous participez, nombreux. Et c'est aussi donc pour ça qu'on compte sur votre mobilisation pour aujourd'hui et pour la suite surtout. Voilà à peu près ce qu'on avait à dire au titre de l'ARS. Je vous remercie et puis je vous souhaite surtout un très bon webinaire. Merci beaucoup Céline pour ces éléments et je laisse maintenant la parole à Marie Capetit pour la Directe Centre Val-de-Loire. Bonjour à tous. Donc, Marie Capetit, responsable du service accès et retour à l'emploi à l'échelon régional de la Directe. C'est un service qui est en charge des politiques d'insertion professionnelle des publics en difficulté, dont le public reconnu travailleur handicapé. Je souscris complètement au propos de Céline et je vais être dans la même mouvance. Pour moi, le principal enjeu de
de cette action, parce que j'espère bien que ça va aller au-delà de ce webinaire, hein, que là, on apporte juste la petite étincelle qui fait qu'on va démarrer quelque chose de grand pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés. C'est de permettre à ces personnes d'avoir une insertion professionnelle adaptée à leur handicap et à leur et à leur situation et à leur projet. Pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens très bien en 2019, lorsqu'on a commencé dans le cadre du PRITH à évoquer les passerelles, les EA, ESAT, milieu ordinaire, je me souviens de certains propos des entreprises adaptées qui me disaient un petit, on a dans nos structures des personnes reconnues travailleurs handicapés qui, malheureusement, de par l'aggravation de leur handicap, hein, parce qu'on sait bien que, voilà, avec le temps, certaines situations peuvent se dégrader, ces personnes n'ont pas peut-être plus forcément leur place chez nous et qu'il faudrait voir de quelle manière on pourrait travailler avec les ESAT pour également trouver une solution au sein de ces structures pour ce public qui souhaite quand même toujours continuer à travailler, mais plus en capacité de poursuivre peut-être en EA. Et effectivement, lorsqu'on avait fait ces constats-là, en 2019, on a dit mais il faut qu'on trouve quelque chose, un nouveau mode de collaboration entre les EA et les ESAT. Et puis, on a effectivement élargi la problématique au milieu ordinaire. Parce qu'effectivement, en EA, on peut aussi avoir un public reconnu travailleur handicapé qui parce qu'il est accompagné, parce que l'EA le fait monter en compétences, peut avoir des perspectives en milieu ordinaire. Donc voilà. Mais tout ce que je dis là pour les EA vaut aussi pour les ESAT. Bien sûr, en ESAT, on peut aussi avoir, ils peuvent repérer un personnel reconnu handicapé qui a un potentiel et qui pourrait s'épanouir professionnellement en EA, voire en milieu ordinaire. Donc on voit bien, il y a toutes ces mobilités et je remercie Thomas d'avoir mis un S à mobilité parce qu'on voit bien tout ce qui peut se jouer entre EA, ESAT, EA. Ces deux types de structures vers le milieu ordinaire, il y a plein de choses à construire et on sait par des témoignages qu'il y a eu des belles expériences, des belles pratiques qui ont déjà été mises en œuvre par le passé et qu'il faut effectivement absolument mutualiser. La Directe a réalisé une petite enquête auprès de l'ensemble des EA pour voir effectivement lorsque les salariés sortent de ces structures, elles vont où? Alors, je ne vais pas rentrer, vous abreuver de chiffres, mais moi, il y a un chiffre qui m'a surpris et vous allez tout de suite comprendre. Sur 754 salariés en 2020, il y en a 374 qui sont sortis de la structure pour diverses raisons. Sur ces 374, il y en a 113 qui sont sortis pour d'un contrat de travail, que ce soit en CDI, en intérim ou en CDD, ailleurs, dans une autre structure, chez un autre employeur. Et il y a un chiffre qui m'a surpris, une seule réorientation en ESAT. C'est peu quand même. Alors là, je vous parle des sorties. Il aurait fallu faire ce même travail sur les entrées, effectivement, par rapport au public qui est recruté par les entreprises adaptées, combien vient des ESAT. Je pense qu'on pourrait aussi avoir de drôles de surprises. Juste ces quelques données pour illustrer qu'on a vraiment besoin de dynamiser ces réseaux, hein, de manière effectivement à faciliter les passerelles et permettre à un public travailleur handicapé de pouvoir s'épanouir professionnellement avec une situation qui corresponde, je le redis, à leur handicap et à leur projet professionnel. C'est un peu d'ailleurs le sens de la réforme des entreprises adaptées que l'État a initiée depuis 2019, notamment en mettant en œuvre les CDD tremplins, dont un certain nombre d'entreprises adaptées en région sont agréés pour permettre effectivement pendant 24 mois un accompagnement vers un autre employeur avec un accompagnement adapté et une formation adaptée au projet professionnel. En tout cas, moi, je suis ravie de voir qu'au bout des 2 ans, le Covid étant passé par là, il y a forcément, dans ce cadre-là, comme dans d'autres d'ailleurs, ralenti un peu, en tout cas dans un premier temps, notre réflexion, mais ravi de voir que ça commence à s'installer et que j'espère ça donnera d'excellents résultats.
Merci beaucoup Marika pour cette intervention et je donne la parole à Arnaud Lévesque de l'AGFIP pour clôturer cette ouverture. Arnaud, c'est à vous. Merci Thomas. Donc, bonjour à tout le monde. Je vais évidemment être complémentaire de l'intervention de l'ARS et de l'État. Vous dire que déjà, moi, je suis ravi de cette première étape et de cette première rencontre avec la constitution et la création de ce réseau mobilité. Je trouve, et je pense en tout cas que l'interconnaissance mutuelle des différents acteurs permettra évidemment de favoriser les mobilités. Vous dire aussi que l'AGFIP est dans une logique de favoriser, de faciliter la mobilité ou plutôt les mobilités entre les ESAT, les EA et puis effectivement le milieu ordinaire de travail. Comme vous le savez aujourd'hui, mais tout ça évoluera peut-être dans le temps, Céline Lefebvre a rappelé qu'il y avait un travail au niveau national, au niveau des ESAT. Pour l'instant, l'offre de service de l'AGFIP n'est pas ouverte aux ESAT. Elle est ouverte depuis quelque temps aux entreprises adaptées. Mais le sens de l'histoire est peut-être justement afin de vraiment faciliter ces passerelles et ces mobilités que peut-être un jour cette offre de service soit ouverte aussi aux ESAT. Ce n'est pas le cas pour le moment. Néanmoins, je voulais juste rappeler que pour les entreprises adaptées, donc il y a l'ouverture de l'offre de service et des aides de l'AGFIP auprès des entreprises adaptées, qu'il y a un vrai soutien au niveau national du PIC EA avec un soutien financier sur les CDD tremplins. Et puis évidemment, on a aussi au sein de mon équipe une offre de service en direction des entreprises et qu'aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner les entreprises et en particulier les entreprises adaptées. Donc, il y a une vraie logique, en tout cas dans l'intervention de la GFIP, dans la logique d'accompagnement du parcours avec effectivement les aides, un soutien sur la formation et un soutien aussi au niveau des entreprises. Donc, ravi de cette première rencontre qui est un premier point d'étape et puis ravi de la création de ce réseau en espérant, comme l'a dit juste avant Marika, que ça permette encore d'amplifier les logiques de parcours et les logiques de mobilité entre les différentes structures. Donc voilà, et merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup Arnaud, merci à tous les trois pour cette ouverture. Donc nous allons désormais donc partager le PowerPoint que nous allons vous présenter. Et donc, nous allons passer à la partie vers la Constitution, puisque ce réseau n'est pas constitué aujourd'hui. Nous allons vers la constitution d'un réseau des correspondants mobilité. Et pour vous présenter ce qui a été mis en œuvre, je laisse la parole à Margot Bauche. Margot qui est chargée de mission au sein du PRIT Centre Val-de-Loire. Margot, c'est à toi. Merci Thomas. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation aujourd'hui. Alors déjà, dans un premier temps, vous dire peut-être un mot du PRIT. Qu'est-ce que le PRIT? C'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Donc, c'est un programme national qui est organisé par le législateur et que vous retrouvez dans toutes les régions de France. Alors, l'objectif du PRIT, c'est vraiment de renforcer la coordination entre les différents acteurs au profit, bien sûr, d'une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. En région Centre-Val de Loire, c'est un dispositif cofinancé. Alors, financé d'une part par l'État, qui est représenté par la Directe, et puis par la GFIP. Et nous avons un plan d'action 2018-2022, qui a été élaboré et qui comprend 4 grands axes, 4 grandes orientations, et puis ces orientations, elles se déclinent en 14 actions, dont l'action, la fameuse action 3.3 que vous voyez à l'écran, l'action développer les bonnes pratiques d'accompagnement des parcours professionnels en entreprise adaptée et en ESAT. Alors, pour mener à bien ce projet, ce fameux projet 3.3, pour développer les bonnes pratiques d'accompagnement, cela a été dit lors du mot d'introduction, mais on a un groupe de travail régional qui s'est constitué dès l'année 2018. Alors, ce groupe, il est composé de la Directe, de l'ARS, de la GFIP, de l'UNEA, de plusieurs MDA, MDPH de la région, mais aussi, bien sûr, de plusieurs ESAT de la région. Et puis, dès 2018,
On a aussi eu des groupes de travail départementaux qui ont émergé sur les territoires. Et puis, vous le voyez sur le graphique, après, à partir de 2019 et 2020, on a eu plus concrètement des rencontres entreprises adaptées et ZAT qui ont été organisées justement sur ces différents départements. Au total, c'est 10 rencontres qui ont été organisées sur les différents départements de la région entre 2019 et 2020. Sur des thématiques qui étaient assez diverses. C'était par exemple des rencontres sur la thématique de la sécurisation des parcours. On avait d'autres rencontres sur la question de la réorientation professionnelle de travailleurs d'entreprises adaptées vers les structures ESAT, etc., etc. À partir de 2020, on note vraiment, entre guillemets, une amplification de la dynamique avec, comme vous le voyez à l'écran, la constitution de premiers outils au niveau consolidé au niveau régional. Et puis, ce sont les outils que je vais vous présenter juste après. Et puis, en 2020, l'année dernière, on a également pensé, le groupe de travail a mis en perspective l'organisation d'un événement régional. Et malheureusement, du fait du contexte sanitaire, cet événement, il n'a pas pu avoir lieu l'année dernière comme prévu. Mais donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on a ce webinaire, on a cette rencontre au format 100% distanciel. C'est en tout cas le souhait du groupe de travail pour déjà pouvoir vous présenter comme ça à distance un ensemble de premiers éléments d'information. Donc, je vais revenir sur les outils qui ont été élaborés par le groupe de travail régional. Alors, on a notamment une fiche qui présente les missions du correspondant mobilité. Comprenez bien, c'est la notion clé de ce webinaire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'un correspondant mobilité? Éventuellement, on va pouvoir faire un petit zoom sur la fiche pour que vous la voyez en plus grand. Alors déjà, il y a 4 grandes missions qui ont été identifiées. Alors, la première, c'est que le correspondant mobilité, c'est un interlocuteur privilégié sur la question des mobilités professionnelles, en interne comme en externe. Ça, c'est la première mission, le fait d'être cet interlocuteur privilégié. La deuxième mission, c'est qu'il a un rôle aussi de coordination, en tout cas de coordonner le suivi du parcours avec les autres correspondants mobilité. La troisième mission, c'est un rôle de représentation, de représenter la structure sur les questions de mobilité professionnelle. Et puis enfin, la dernière mission, en tout cas identifiée là sur cette fiche, c'est le fait de pouvoir s'inscrire dans un réseau, donc de participer à un réseau territorial et puis de contribuer naturellement à la vie de ce réseau. Voilà en tout cas pour les 4 grandes missions. Alors maintenant, vous allez me demander, mais qui peut être correspondant mobilité? Finalement, c'est plusieurs professionnels qui peuvent occuper cette mission. Voilà, des professionnels en tout cas qui occupent des fonctions différentes. Ça peut être des CIP, ça peut être des directeurs, ça peut être des responsables de service. Mais ce professionnel, en tout cas, il doit pouvoir disposer d'une certaine latitude décisionnelle pour organiser les parcours et les mobilités. Voilà donc pour la fiche qui présente les missions du correspondant mobilité. C'était important pour nous de vous indiquer que c'est vraiment un document de travail. Ce n'est pas un document qui est figé. Et donc, vraiment, c'est un document maintenant qui a vocation à être affiné, à être précisé grâce à vos retours et puis grâce à nos échanges. Donc, ça, c'était le premier outil. Et puis, en parallèle, on a eu un deuxième outil. En parallèle, on a un travail d'identification qui a été engagé régionalement avec, comme vous le voyez, la constitution d'un annuaire de correspondant mobilité. Pareil, c'est un document qui est encore en construction. À date, nous avons 52 correspondants mobilité volontaires qui ont été prépositionnés, qui sont identifiés dans cet annuaire, donc en région Centre-Val de Loire. Et justement, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez justement vous positionner si ce n'est pas encore fait. Alors, pour faire un petit focus sur cet annuaire des correspondants mobilité qui sont actuellement identifiés dans l'annuaire, on a une représentation équilibrée entre les différentes structures. Vous le voyez à l'écran, donc un petit graphe qui vous montre la répartition des correspondants mobilité pré-identifiés à date par type de structure.
Donc, en rouge, vous voyez qu'on a 22 correspondants mobilité actuellement issus d'une entreprise adaptée. Nous en avons 23 issus d'un ESAT, c'est les éléments jaunes. Nous avons 5 correspondants mobilité qui viennent d'une structure porteuse d'une entreprise adaptée et d'un ESAT. Et puis enfin, on a 2 institutionnels. Et puis, le titre de ce webinaire, c'est bien vers la constitution d'un réseau de correspondants mobilité. Alors, il est apparu que l'échelon le plus efficace pour faire vivre ces réseaux, c'est bien l'échelon départemental. Alors, concernant le format du réseau et concernant le format des rencontres organisées, bien sûr, il faut que ça puisse être adapté à chaque territoire. Et dans ce sens, vous le voyez à l'écran, il y a finalement 2 possibilités qui sont données. Il y a soit la possibilité de créer des groupes ad hoc qui n'existent pas actuellement, mais qui se réuniraient avec une création de groupes qui permettrait d'échanger sur cette question des mobilités. Soit autre possibilité, celle de s'appuyer sur des rencontres EA et ESAT qui sont actuellement existantes et qui intégreraient cette fameuse thématique des mobilités professionnelles. Alors, concernant les acteurs qui participent à ces réseaux, ce que nous avons pu constater à date, en tout cas, parce que vous voyez, il y a déjà eu des rencontres sur les différents territoires, ce qu'on a pu constater, c'est que dans ces réseaux, on retrouve bien évidemment les structures EA-ESAT, des représentants des structures EA-ESAT. On retrouve également des représentants de MDPH, de MDA, des services de santé au travail, du service public de l'emploi, de l'ARS, de l'UD Direct, de la GFIP, etc. Et la liste est encore n'est pas exhaustive. Et puis un point qui nous paraissait important de souligner, c'est le fait, l'importance en tout cas de pouvoir désigner des pilotes qui seront en charge justement de pouvoir animer ces différents réseaux. Et puis concrètement, pour terminer ma présentation, de quoi parle-t-on lors de ces rencontres sur les territoires? Alors, on vous a remis ici l'ordre du jour type, un ordre du jour type qui a justement été élaboré lors d'une rencontre EA-ESAT dans le département du Loiret. Et donc, vous voyez cet ordre du jour type avec, dans un premier temps, déjà peut-être des points d'actualité qui seraient suivis par une présentation de certains acteurs ou de certains dispositifs. On peut penser à une présentation des ESAT, une présentation des entreprises adaptées, du dispositif emploi accompagné, de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, des MISP, des PMSMP, PMSMP période de mise en situation en milieu professionnel, ou encore du dispositif différents et compétents, etc., etc. Et puis, après ce point de présentation, on est bien dans le cadre d'un réseau, donc le cas échéant, faire un point d'avancement sur le projet des correspondants mobilité, et puis avec un temps de travail thématique éventuellement, qui serait propre au territoire, mais ça pourrait être pour définir des outils, pour identifier des projets de territoire, etc. Juste pour terminer, bien vous dire, l'idée de ces réseaux, c'est qu'ils puissent vous être utiles, donc utiles avec des points d'éclairage sur des acteurs, sur des dispositifs, et puis ces réseaux qui puissent vous permettre une forme de veille aussi professionnelle. Voilà, Thomas, je te rends la parole. Merci beaucoup, Margot. Donc, bien redire, et on va le creuser maintenant, que ces réseaux de correspondants mobilité, ce ne sont sûrement pas des choses qui s'imposent aux structures, ce sont des éléments qui ont vocation à venir en appui aux structures. Donc, on est vraiment sur la base du volontariat. Il y a des grandes marges de manœuvre pour que vous puissiez vous organiser selon des modes qui vous conviennent. Alors, pour illustrer, je dirais, les travaux qui ont été menés, les actions qui ont été réalisées, les difficultés qui ont d'ores et déjà été, rencontrées, on a pensé organiser une table ronde avec un ensemble de professionnels. Alors, pour cette table ronde virtuelle, nous avons demandé à plusieurs acteurs d'intervenir.
Donc, il s'agit d'Ingrid Stegmeyer, qui est responsable RH à l'entreprise adaptée Documentum Centre-Val de Loire, également représentante de l'UNEA. On a William Godbert, qui est chef de service pour l'ADAPI 37, Nathalie Romain, référente en insertion professionnelle pour la MDA 45, Florent Gélinet, qui est directeur Altea PEP 18, et Céline Bessonnier, qui est directrice de l'entreprise adaptée EDAC. Donc, on a essayé de mixer les territoires, de mixer les profils pour que vous puissiez vraiment avoir un regard, une illustration et puis quelque chose de, je dirais, de la réalité des essais, des envies de mise en œuvre, mais également des difficultés rencontrées. Alors, pour qu'on puisse bien se voir, et puis à l'issue de cette table ronde, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser via le chat, on pourra les prendre à ce moment-là. Alors, d'abord, sur ce temps de table ronde, je voudrais poser quelques questions et d'abord, peut-être poser la question de savoir pourquoi ce projet, ça a semblé important. Et par exemple, je voudrais poser cette question à Ingrid Stegmeyer. Ingrid, pourquoi ce projet, il vous semble important ? Alors, je pense que ce projet de mobilité est relativement important parce qu'on a vu que les évolutions législatives, elles insistaient sur l'importance de se former tout au long de sa vie. On doit, en tout cas dans les entreprises adaptées, je suppose que c'est pareil pour les ESAT, avoir un parcours professionnel pour les salariés. On doit pouvoir les accompagner dans ce parcours professionnel. Et donc, ça amène question sur ces mobilités, que ce soit du coup d'un ESAT vers une entreprise adaptée, comme le disait Céline Lefebvre tout à l'heure. Il y a des compétences de salariés en situation de handicap dans des ESAT qui pourraient être intéressantes pour des entreprises adaptées. Donc, je pense que l'intérêt de ce réseau-là, c'est aussi de pouvoir démystifier certaines craintes par rapport à ça. Ça marche aussi dans le fait que des salariés d'entreprises adaptées puissent rejoindre un ESAT parce que on peut être face à des collaborateurs qui ont une pathologie qui s'aggrave et qui se sentiraient finalement mieux au sein d'un ESAT. On a eu, nous, dans nos effectifs chez Documentum, une collaboratrice qui justement a été dans ce cas-là et je pense par manque d'un réseau, ne connaissant pas suffisamment de choses par rapport à ça, d'autres ESAT, on n'a pas pu faire cette sortie comme on le souhaitait. Et cette collaboratrice avait pour souhait d'aller en tout cas dans un ESAT parce que elle sentait vraiment qu'elle s'y sentirait mieux. L'important, ça va être aussi dans la création de ce réseau d'y intégrer par exemple la médecine du travail et la MDPH pour pouvoir nous accompagner aussi dans ces démarches-là, parce que des fois, il ne suffit pas que l'entreprise adaptée et les AD soient d'accord pour ça, mais c'est tout le reste d'un collectif qui doit aller dans le même sens. C'est de connaître aussi peut-être de se connaître les uns et les autres et de connaître des dispositifs qu'on ne connaît pas forcément, qui sont les MISM pour les ESAT ou les PMSMP pour les entreprises adaptées. Donc, tout ça, c'est des stages qui sont possibles et des outils qui sont intéressants à la fois pour sécuriser la structure et le salarié pour intégrer une structure ou une autre dans de meilleures conditions. Donc, voilà, l'objectif, il est vraiment de pouvoir se connaître et de fluidifier les parcours. Merci beaucoup Ingrid pour ces éléments et puis n'hésitez pas à réagir dans le chat. À nouveau, il y a un peu moins d'habitude sur ces modes de webinaire en ligne, mais le but c'est vraiment d'échanger entre professionnels sur la réalité de l'intérêt, mais aussi des difficultés qu'il peut y avoir. On est vraiment là pour ça.
Je voudrais laisser la parole maintenant peut-être à William Godbert, avoir le retour. Donc, William, d'API 37, pourquoi pour vous un projet de ce type-là, ça peut être important et pourquoi vous êtes assez partant pour aller vers la constitution d'un réseau des correspondants mobilité? Eh bien, bonjour à toutes et tous. Juste pour précision, en fait, j'ai la responsabilité d'un service d'inclusion professionnelle à destination des travailleurs des apps de la DAPI, qui a été créé fin 2019, donc un tout nouveau service. Donc, cette question-là, vraiment, est au cœur de notre action. Pour moi, en fait, ce projet, il correspond à la traduction de la prise d'une conscience collective des enjeux de mobilité sur les territoires. Et il naît en partie de la demande croissante constatée des travailleurs des apps qui expriment le souhait d'intégrer le milieu ordinaire de travail. C'est donc là, à mon sens, une notion de parcours professionnel qui se développe, avec des parcours, comme on l'a vu précédemment, là, qui peuvent prendre différentes formes, avec des allers et retours, ESAT, EA et milieu ordinaire, et qui nécessitent donc un accompagnement spécifique et un suivi qui s'inscrit dans le temps, notamment en lien avec les dispositifs d'emploi accompagné des territoires. Par ailleurs, et ça a été dit aussi, la question des mobilités nécessite que les établissements et services soient outillés, par exemple, avec l'accès, effectivement, je rejoins Grid, sur l'accès au PMSMP pour les bénéficiaires des AT et la poursuite, bien entendu, du renforcement des compétences internes de ces structures en termes d'inclusion professionnelle. Et on le voit sur notre territoire, en tout cas, de plus en plus d'établissements se dotent de référents ou de chargés d'inclusion professionnelle. C'est donc un signe que c'est en mouvement tout ça. En fait, ce projet de correspondant mobilité, selon moi, il favorise les collaborations donc, entre les acteurs de l'inclusion sur le territoire et donc l'enrichissement mutuel des pratiques des uns des autres, mais permet aussi de confronter les problématiques. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est de savoir à quoi est-ce que les travailleurs sont confrontés dans leur parcours d'inclusion professionnelle et comment ensemble on peut se nourrir, s'enrichir des solutions trouvées des uns des autres et puis avoir aussi un accès direct, notamment au pouvoir public par ce réseau de correspondants mobilité qui permet peut-être de faire remonter des éléments et avoir des éléments de réponse au bénéfice des personnes que l'on accompagne. Et ça, c'est important, me semble-t-il, et très nouveau sur notre territoire. Donc, je pense qu'en cela, ce projet de correspondant mobilité pourrait préfigurer de coopération pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, donc celles accueillies en ESAT et en EA, mais pas que. Et il faut penser aussi à celles qui ont une orientation notamment ESAT et qui ne sont pas intégrées dans les établissements pour lesquels il faut avoir une attention particulière, selon moi. Voilà, pour conclure et faire le lien avec le prochain intervenant, je voudrais témoigner de ce qui se passe en termes d'action sur le territoire 37, avec notamment via le PLIT un tout nouveau groupe de travail sur les mobilités professionnelles qui s'est structuré en début d'année, qui s'est rencontré une fois et qui va se rencontrer prochainement au mois d'avril. Et puis aussi un élément qui me tient à cœur, puisque c'est un projet qui avait germé en termes de partenariat sur le territoire avec d'autres associations, sur la création d'un collectif d'acteurs opérationnels de l'inclusion professionnelle sur le territoire. Et c'est ainsi que depuis début 2020, donc il y a un groupe structuré sur le 37 qui s'appelle Handiclusion 37, qui se met en place, puisque avec l'année qu'on a connue 2020, voilà, c'est encore en construction, mais il y a une volonté, en tout cas des acteurs opérationnels, de travailler ensemble, et ça aussi, c'est un signe fort envoyé en termes de parcours de mobilité professionnelle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, William, pour l'intervention et puis effectivement pour déjà commencer un petit peu à rebondir, dire qu'il y a effectivement des réseaux, des organisations plus ou moins formelles, plus ou moins informelles, parfois plutôt du côté des ESAT, parfois plutôt du côté des EA, parfois plutôt des groupes territoriaux. Donc, il y a des choses assez hétérogènes qui existent sur les territoires. Le but, c'est pas de rajouter une surcouche, parce que ça, c'est l'inquiétude de tout le monde aujourd'hui, mais plutôt de s'inscrire dans les dynamiques existantes, de les amplifier. Pourquoi pas avoir des groupes qui sont plus larges que la question des mobilités, mais qui
traite aussi de la question des mobilités. En tout cas, bien redire, c'est quelque chose qui doit vous correspondre, vous être utile, et c'est bien ça que l'on recherche et qu'on va rechercher demain. Je voudrais continuer en posant une question peut-être à Nathalie Romain de la MDA 45, parce que Margot Duprit l'indiquait tout à l'heure, il y a déjà eu des expérimentations, des démarches qui ont été enclenchées sur certains territoires, c'est le cas du 45. Et moi, j'aimerais savoir, voilà, sur le 45, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment vous avez pu vous mobiliser pour apporter des réponses collectives sur le territoire, et puis qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a sans doute été plus difficile. Voilà, Nathalie, je vous laisse la parole. Bonjour. Donc, nous, sur le département du 45, les travaux de la mobilité ont débuté en 2017. Tout d'abord, on avait eu une concertation avec les EA du Loiret et la Directe pour harmoniser effectivement nos pratiques. Mais très vite, cette question des difficultés qu'ils rencontraient avec les publics en perte d'efficience et qui pensaient relever du milieu protégé, et pour lesquels cette transition était rarement possible du fait de deux freins majeurs. C'était effectivement le manque de place en ESAT et également le fait que la CDAPH ne prononçait pas d'orientation ESAT dès lors que le salarié était déclaré apte en milieu ordinaire par le médecin du travail. Et donc, il était important à ce moment-là de pointer ces difficultés et de pouvoir envisager effectivement cette transition. Et donc, à ce moment-là, on a demandé l'appui du PRITH pour nous aider à avancer. Et on a aussi convié les ESAT pour participer à des groupes de travail. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il avait été décidé des annuaires des correspondants de mobilité, la création des copilotes et de pouvoir faire ces réunions effectivement dans des ESAT ou dans des EA de façon à pouvoir ouvrir les établissements, faire connaître les métiers, de façon à ce qu'on puisse aussi en interne au niveau des ESAT ou des EA de pouvoir parler des métiers qui existent et ça permettait d'ouvrir et de se connaître. Donc là, on a eu une première réunion en ESAT, à l'ESAT Restauration. Et on devait avoir une réunion suivante chez Documentum en mars 2020, donc, qui n'a pas eu lieu du fait de la crise sanitaire. Mais bon, on a quand même repris contact début 2021 en tant que copilote pour Servipep, les Servipep, Ingrid pour Documentum et moi-même. Et on a prévu effectivement de se revoir tous un petit peu plus tard, effectivement, en ayant réglé des petits questionnements. Donc, on a un rendez-vous prochain avec un médecin du CEHL, là, le 7 avril. Et il est aussi prévu avec les correspondants mobilité des ESAT, de créer ce fichier pour pouvoir mettre les places disponibles aussi bien pour les stages, aussi bien en ESAT et en EA, et aussi pour les places disponibles d'admission. C'est des choses qui sont prévues de faire dans les prochaines semaines, pour faciliter toujours cette fluidification. Pour fluidifier les parcours EA-ESAT et ESAT-EA, et de façon à ce que ce soit un correspondant mobilité qui puisse tenir à jour de façon trimestrielle ces places pour que ce fichier puisse vivre et qu'on puisse interpeller plus facilement. Et je voulais aussi rajouter que le fait qu'il y ait eu plusieurs rencontres, ça a permis aussi aux uns aux autres de se connaître et de pouvoir s'interpeller peut-être un petit peu plus facilement quand il y a une difficulté, une situation un petit peu compliquée. Et donc ça, c'est quand même déjà des points positifs, même si on n'est pas encore arrivé au bout de ces passerelles. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui arrive dans le chat. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre d'ores et déjà. C'est une question du lien entre cette liste de places et le logiciel Via Trajectoire. Voilà, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose ou si quelqu'un peut rebondir là-dessus. Le logiciel Via Trajectoire, nous, n'est pas encore mis en place au niveau de la MDA 45, mais c'est pour pouvoir dire toutes les places qui sont disponibles dans les établissements.
Hein, ça peut être par exemple les foyers, les femmes, etc. Donc, je ne sais pas si ça tient compte des places en ESAT. Peut-être qu'une collègue d'un autre département pourrait répondre, ceux qui sont plus avancés sur le logiciel. Dans ce cas-là, oui, allez-y, et puis après, je vous invite. Bien sûr. Thomas, nous, sur le 45, tous les fonctionnements via trajectoire par département ne sont pas les mêmes. On a eu une formation là, sur le 45 récente, début fin janvier, début février. En fait, le projet dont la collègue Romain parlait sur l'actualisation des places et une liste de places qu'on pourrait actualiser de stages, de places vacantes dans les ateliers de l'ESAT, ça n'a rien à voir avec Via Trajectoire parce que là, on n'aurait pas déjà Via Trajectoire, nous n'aurons pas de visibilité sur les places vacantes en ESAT. Et en plus, on ne serait pas détaillé sur le type de métier et le type d'atelier qui correspondrait à un type de stage ou une administration de ça. D'accord, merci beaucoup pour ce retour. Donc, oui, si je peux me permettre, la MDPH 37, Christelle Chartier, si je peux me permettre d'intervenir. Bien sûr. Oui, j'ai pas bien entendu ce qu'a dit la personne précédente, mais je voulais juste faire un retour d'expérience sur le déploiement de l'outil Via Trajectoire dans le 37, sachant qu'on l'a déployé maintenant depuis, ça va faire 3 ans. Donc, il faut savoir qu'effectivement, que l'ensemble des orientations décidées par la Commission des droits de l'autonomie qui concernent tant les structures d'hébergement que les ESAT, que les structures pour enfants sont injectées dans le flux de Via Trajectoire, ce qui permet aux établissements médico-sociaux d'avoir connaissance des décisions prises par la CDH-PH et les établissements se doivent effectivement de mettre à jour leur liste, la liste des usagers ou des résidents admis et aussi de mettre à jour les listes d'attente, ce qui permet d'avoir une lisibilité. Donc, nous, on a une difficulté un peu d'appropriation, etc. Donc, on a encore un temps de formation auprès des établissements ce vendredi. Et on avait aussi des COMOP au niveau de la région organisée par l'ARS. On avait pu un peu faire des échanges de pratiques et pour essayer en tout cas d'harmoniser un petit peu les pratiques à travers cet outil-là au niveau de la région au centre. Je trouve qu'en tout cas, ça prendrait tout son sens, notamment surtout nous au niveau de la MDPH 37 et ce qu'on avait partagé avec les autres MDPH de la région centre, c'était concernant des critères de priorité. Donc, il faut savoir qu'il y a des critères de priorité qui peuvent être injectés dans cet outil, qui ont été partagés avec qui ont été définis, partagés, définis avec l'ensemble des établissements du département d'Indre-et-Loire, à savoir que ces critères de priorité ne sont pas figés, ils sont amenés à évoluer, surtout là au niveau de l'adulte, ça va être un peu nouveau, et au niveau des ESAT aussi, on s'est penché en tout cas sur l'élaboration de ces critères. En tout cas, on fait vraiment un travail de partenariat et de concertation avec les établissements pour que cet outil, au-delà que ce soit un outil d'un état des lieux, des listes d'attente et des personnes admises, que ce soit aussi un outil de collaboration et de concertation sur le travail que nous pouvons mener pour mieux accompagner les personnes. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Christelle pour ce complément. Et puis je vois d'autres questions qui arrivent dans le chat. Peut-être pour moi, c'est plutôt que de répondre spécifiquement à cette question, alors n'hésitez pas à le faire via le chat, mais là dans le cadre de ce webinaire, c'est peut-être pour illustrer ces questions qui commencent à avoir sur le fait qu'il y a des choses qui sont hétérogènes selon les structures et selon les territoires. Il y a des modes d'organisation qui sont différents et on arrive tout de suite sur des questions assez techniques. Et justement, ça c'est des éléments qui peuvent être traités dans ces coordinations départementale avec le but, là on est vraiment sur le fait de fluidifier les parcours le mieux possible et surtout de réussir à le faire en amont parce que ce qu'on a constaté, c'était le cas sur le 45, c'est que le plus difficile c'est quand on arrive sur des situations qui sont bloquées pour des personnes et quand on aurait peut-être pu mieux anticiper. Donc l'enjeu, on est vraiment sur des logiques de GPEC finalement, de fluidification des parcours
entre les structures et au sein de la structure. Et pour ça, ça nécessite des coordinations sur les territoires. Et l'idée, c'est de faciliter, de renforcer, d'outiller ces éléments en fonction de vos besoins territoriaux. Alors, je voudrais continuer sur ces éléments de table ronde et puis on va pouvoir continuer à prendre des questions. Et puis, n'hésitez pas à nouveau à poser des questions via le chat et à y répondre via le chat quand vous avez les réponses. Je voudrais proposer à Florent Géminet d'intervenir donc pour les PEP 18 pour savoir qu'au niveau du Cher, de votre point de vue, ce que vous mobilisez aujourd'hui pour apporter des réponses collectives sur le territoire. Donc, sur le Cher, vous en êtes où? Vous voyez ça comment? Florent, je vous laisse brancher votre micro. C'est bon. Voilà, parfait. Bonjour à tous. Merci Thomas. Donc, ouais, en effet, il est important pour nous de façon collective, je parle aussi au nom des autres structures qui sont sur le Cher, d'être identifié et reconnu vraiment comme un acteur dans le paysage économique et puis institutionnel, avec une mission d'insertion, de mobilité pour les travailleurs en situation de handicap. Ça, c'est vraiment un objectif pour nous. Alors, plus sur le territoire vierzonais, parce que Altea PEP 18 a son siège et le plus gros de ses effectifs sur Vierzon. Nous, on réunit les SPE à peu près tous les 2 mois chez nous pour aborder les différents projets, les projets professionnels des travailleurs, les différentes opportunités qu'il pourrait y avoir sur le marché, mais également discuter des dispositifs qui sont mis en place, notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, les MISP, les PMSMP, les CDD tremplin également, et donc toutes les problématiques que peuvent rencontrer les entreprises sur le territoire, et puis d'apporter une réponse également dans le parcours des travailleurs. Ça, c'est dans ce triptyque, en fait, SPE, EAESAT et puis entreprise. C'est l'affaire de tous. Et l'idée, c'est quand même aussi de créer un cercle vertueux. Je m'explique, en fait, c'est une sortie pour nous et potentiellement une entrée aussi pour le SPE. Donc ça, c'est un point sur lequel on travaille régulièrement avec eux. Ensuite, après, un peu plus largement sur le département, les PEP 18 ont intégré le groupe et participent au PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural, Centre Cher, sur des thématiques de GPEC, où différentes structures y participent sur la formation, l'insertion des institutionnels. Et on a différents thèmes. On aborde par exemple comment faciliter les transitions professionnelles ou comment faciliter l'approche par les compétences. Ça permet aussi, dans un rayonnement un peu plus large, d'avoir des échanges avec d'autres structures, pas liées forcément au handicap, mais du coup, je prends un peu la parole du handicap et de nos structures plus largement sur ces instances. Et ça, c'est important aussi de montrer qu'on est présent. Après également, au niveau du département, on fait partie du DEA et donc dans le cadre du DEA, nos référents se rencontrent aussi régulièrement dans le cadre de comités opérationnels. Donc ça a déjà créé une bonne base d'échange, un bon groupe. Et l'idée, c'est aussi d'élargir l'objectif de ce groupe dans le cadre de la mobilité de nos propres établissements. EAESAT, alors on a des parcours, et on travaille déjà aussi sur des solutions interétablissements, EAESAT, ESAT-ESAT, ESAT-EA. On a déjà des passerelles qui ont été créées. Et ce qui est intéressant en fin de compte d'élargir ce groupe, c'est de pouvoir en fait apporter une solution à une problématique d'un autre établissement parce qu'elle ne vient pas forcément du territoire sur lequel on peut être implanté. On n'a pas la connaissance de tout et il est important justement de pouvoir communiquer à ce niveau-là. Là, vraiment, pour nous, l'enjeu est vraiment d'apporter une réponse, une vraie coordination et une vraie synergie sur le territoire. Ça, c'est important et c'est un de nos objectifs aujourd'hui dans notre mobilisation. Merci beaucoup Florent
cette intervention et pour ce témoignage. Voilà, on essaye de donner l'ensemble et le maximum d'éléments en gardant un temps qui est également un temps aussi resserré pour que vous ayez le maximum d'informations. Alors, peut-être vous proposer de poser une dernière question sur les souhaits pour demain avec la prise de parole de Céline Bessonnier. Alors, Céline a malheureusement un petit problème au niveau de son micro, donc on l'entend néanmoins quand elle prend la parole. Donc, on t'écoute, Céline. Oui, bonjour à tous. J'espère que le retour ne sera pas trop désagréable pour tous. Je vais essayer de faire rapide. Simplement une première chose pour ma part, un élément en tout cas c'est sûr, c'est qu'on a tous envie de bien faire pour nos salariés, pour nos bénéficiaires, et je crois que le nombre de participants ce matin à ce webinaire en est la preuve. Une deuxième certitude, c'est que la gestion de ces mobilités, la gestion et l'accompagnement de ces parcours professionnels ne se fera pas dans l'individualisme, mais bien par la construction d'un groupe et d'un réseau pour pouvoir y arriver ensemble. Nos types de structures, et là je parle aussi bien d'EA que des AT, nous avons à jongler, ou en tout cas trouvé le bon équilibre entre cette mission sociale forte et des enjeux économiques qui nous prennent évidemment énormément d'énergie et de temps sur cette dernière année. Mais sans économie, pas d'enjeux sociaux. Donc, la constitution de ce groupe de mobilité, de correspondants, pour moi, est effectivement primordiale. Déjà pour gagner en efficacité. On est tous très pris par beaucoup de choses. Et pour moi, on a constitué ce groupe très adapté à chacun des territoires. On l'a dit ici, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les niveaux de connaissance de ce qui peut exister. Et je pense que pour moi, ce réseau, il doit être avant tout un outil facilitateur dans cette mission d'accompagnement des mobilités. On doit pour moi créer quelque chose qui n'est pas du plus encore à gérer pour nos structures, mais bien du mieux. Donc cette création, pour moi, demain, déjà, il faut se connaître, parce que c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes, et que si on se connaît bien, si on connaît nos structures et nos façons de travailler, il y a des choses qui pourront se faire et qui pourront se lancer. J'y mettrai une petite dose de modernité. J'espère qu'on en aura un peu de cette dose, de cette capsule qui serait, par exemple, et ce n'est qu'une proposition de ma part, la création d'un groupe WhatsApp avec justement l'ensemble de ces correspondants mobilité qui faciliterait les échanges, qui les rendrait rapides et efficaces. Et je voudrais compléter mes propos par des exemples très concrets qu'on a vécu nous chez EDAC. Le premier, c'est un de mes salariés qui veut être chauffeur-livreur depuis assez longtemps. Nous lui avons permis de se lancer dans une formation. Il a eu son diplôme de chauffeur-livreur. Malgré tout, c'est un salarié qui a besoin d'être accompagné dans une structure adaptée. Et EDAC n'a pour l'instant pas la possibilité d'offrir ce poste. Donc, on a commencé à essayer de chercher un petit peu autour de nous, dans une structure un peu équivalente, ce type de poste. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts, de temps. On a fait des essais qui n'ont pas été concluants tout de suite. Et pour le coup, on a plutôt abandonné, c'est plutôt en stand-by. Pour demain, moi, ce que je voudrais, c'est que j'arrive avec ce profil, avec cette envie de parcours professionnel de salarié, que je le mets sur notre réseau WhatsApp. Et pour le coup, il y a une autre A qui sera, lui, en recherche de ce poste et on pourra travailler dessus. Un autre cas aussi très concret, très récent. J'ai un client qui a vraiment très envie de jouer la carte de l'inclusion, d'apporter sa carte à ça et vraiment une envie profonde et que je trouvais pour le coup intéressante. Ce n'est pas juste une façade. Qui nous a contactés en disant voilà, nous on veut bien faire, on a envie d'essayer, mais on ne sait pas comment, aidez-nous. On a été analyser le poste, on a utilisé les besoins. C'était un besoin d'un préparateur en logistique. Et malheureusement, on n'a pas eu le profil chez nous adéquat. Alors évidemment, j'ai relayé avec Cap Emploi pour qu'eux puissent œuvrer et trouver quelqu'un pour cette entreprise. Mais demain, je vous mets à tous sur notre réseau WhatsApp le profil de ce poste, les exigences du poste que l'entreprise recherche. Et potentiellement, il y a un de vous, EA ou ESAT, qui pourra dire « Ah, moi, j'ai quelqu'un qui serait intéressé, qui serait un bon profil pour ce poste. » Voilà, donc pour moi, c'est tout ce côté facilitant et moderne qu'il faudrait qu'on arrive à trouver et adapter à chaque territoire. Merci.
Merci beaucoup Céline pour cette intervention. Donc voilà, vous le voyez, on va vers la constitution d'un réseau des correspondants mobilité. On avait pensé il y a un an faire une manifestation en présentiel qui aurait pu se dérouler, on avait pensé au mois de juin, c'était la date du 18 juin 2020 à l'époque qu'on avait envisagé. On pensait sur une journée entière, d'abord faire plutôt une matinée pour présenter un petit peu cette idée de réseau, qu'on ait des premiers niveaux de témoignages, des capsules aussi vidéo avec des témoignages de personnes en situation de handicap avec des parcours. Dire aussi qu'on avait pensé avec le groupe de travail régional, je vais le dire comme ça, peut-être de ne pas vous insulter. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça comme ça, mais de ne pas vous faire le coup de regarder, il y a des parcours, c'est facile, ça marche à tous les coups. Ben non, on sait que les parcours, c'est compliqué, il y a des rebondissements, ça tient à des coordinations fortes. Des fois, on fait tout ce qu'il faut et pourtant, à la fin, ça ne fonctionne pas. Des fois, ça fonctionne bien et on s'en réjouit. Donc, en tout cas, on est bien conscient que ces coordinations et ces accompagnements des mobilités, eh ben, ils demandent du temps. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir analyser des cas réels ensemble et puis de voir aussi ensemble comment on peut s'organiser. Là, j'entends Céline qui parle d'un WhatsApp, sauf que pour faire le WhatsApp, je dirais, là, on est vraiment dans un cadre de PRIT. C'est-à-dire, ce n'est pas l'animation du PRIT qui va décider de mettre un WhatsApp à disposition. Ça ne va pas marcher. Le groupe de travail régional, il est là en appui pour vos structures. Donc, on a besoin d'avoir une structuration de coordination selon des modes qui vous conviennent pour qu'il y ait des décisions, des validations qui puissent être prises et qu'on puisse avancer collectivement par rapport à ça. Donc là, on est vraiment au cœur du PRIT, c'est-à-dire que là, personne, ARS, Direct, Structure, UNEA, Cap Emploi, AGFIP, personne ne peut avancer tout seul, MDPH, MDA, pardon pour celles et ceux que je n'aurais pas cités, mais voilà, là on a vraiment besoin d'avancer ensemble sur ces questions qui demandent des coordinations très fortes ou d'amplifier les coordinations existantes parce qu'à nouveau, on est tout à fait conscient que de nombreuses choses sont déjà faites. Le but, c'est de renforcer, capitaliser, soutenir les initiatives et puis de fluidifier les parcours parce qu'aujourd'hui, on sait que ça, c'est des besoins très importants, que ce soit sur les parcours à l'interne de la structure, mais que ce soit sur les mobilités et toutes les mobilités. Voilà les éléments qu'on voulait éclairer aujourd'hui sur les prochaines étapes qu'on vous propose. Je vais vous les indiquer ici. Et puis après, j'inviterai celles et ceux qui le souhaitent. On avait mis un temps jusqu'à 12h30. L'idée, c'est qu'on puisse vous présenter ces éléments. Là, on aura fini dans 5-10 minutes, mais qu'après, en off, celles et ceux qui le souhaitent puissent rester et qu'on puisse échanger directement sur les questions que peut-être vous posez. Alors, je repartage mon écran pour que vous voyez bien quelles sont les prochaines étapes. Voilà, donc sur les prochaines étapes, donc, je suis Thomas Legrand et j'assure la coordination du PRIT Centre Val de Loire. Bon, je ne m'étais pas présenté, c'est l'occasion. Voilà, donc on vous propose une prochaine manifestation prévue le 18 juin 2021. Là, on est vraiment sur un amorçage. Donc, le but, c'est que vous ayez bien toutes les informations, qu'on ait aussi ce webinaire pour que vous puissiez le revoir, pour que vous puissiez le diffuser auprès de vos équipes, pour qu'on soit tous au même niveau en fait, d'information. C'est vraiment le but de cette matinée. Et pour que le 18 juin 2021 matin, très vraisemblablement à nouveau en distanciel du fait de la situation sanitaire qui perdure, on puisse rentrer plus concrètement sur notre territoire, comment on pourrait se coordonner, comment on pourrait organiser les choses, qui sont les parties prenantes et surtout qui a envie, qui est volontaire, parce que on a trop de sujets, je dirais, pour qu'on impose des choses aux acteurs et que ça ne prenne pas. Toutes et tous, il y a trop de sujets au regard des moyens dont on dispose. Donc, c'est important qu'on investisse sur des actions qui fédèrent, qui donnent envie, où on a collectivement envie d'aller. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans le cadre du PRIT. Alors, cette manifestation du 18 juin et les prochaines étapes, vous dire que donc, ce support
de présentation et ce webinaire, donc le webinaire, il sera disponible en ligne. Le support de présentation, il vous sera adressé à toutes et à tous. Et puis, vous recevrez également un questionnaire pour que vous puissiez faire part de vos retours et également vous positionner en disant, moi, au vu des infos que j'ai eues, ça m'intéresse d'aller plus loin, ou le correspondant mobilité au sein de ma structure, ça pourrait être telle personne, et qu'on puisse se retrouver le 18 juin avec les correspondants mobilité, justement pour avancer sur l'organisation des coordinations, comment on organise, quel thème, et puis quelles premières actions. Plusieurs idées et thèmes par rapport à cela. Voilà, donc la partie webinaire est désormais terminée. Merci à toutes et à tous pour votre participation. On espère vous avoir donné suffisamment d'informations.